Julien Pêcheur, bonjour. Alors, on est dans votre librairie. À la base, vous êtes éditeur dans un domaine spécialisé qui est le Maghreb, hein, on peut le dire, et une autre vision du Maghreb, parce que le Maghreb, finalement, ça n'est pas l'image qu'on nous en vend. Ça n'est pas que l'islam, il y a aussi des Berbères, des Kabyles, même des Juifs, on peut le dire. Et il existait un Maghreb même avant l'invasion arabe, c'était un territoire romain, et avant encore, il se passait des choses. On a même vu des Boches, des Allemands, on appelait ça des Vandales, c'est pour ça que certains ont les yeux bleus. Enfin, mon Dieu, c'est complexe. Alors, racontez-nous ça. On va commencer par vos débuts dans votre jeunesse. Vous n'étiez pas Corto Maltese, mais vous étiez méhariste quand même en 61. Tout à fait. C'est ma première immersion. Mai 61, j'arrive à Alger, en plein putsch des généraux, ce qui n'était pas banal, mais avec l'organisation de l'armée, il n'y a aucun problème. On prend le bateau à Marseille, on arrive à Alger, on est habillé, et hop, on fait ses classes. Et 4 mois après, j'étais radio et je me suis retrouvé à El Oued, donc dans les oasis. Et à partir de ce moment-là, j'avais le choix, ou bien je restais dans la caserne, ou bien je partais en peloton méhariste. Pour moi, il n'y avait aucun problème. J'ai demandé à partir en peloton méhariste, parce qu'on ne mettait que des volontaires, c'était un peu difficile quand même. Ouais, je veux dire. Et puis en plus, on a, c'est le clin d'œil à l'enfance, pouvoir jouer avec un dromadaire sur un tas de sable, vous avouerez. Tout à fait. Et boire son café le matin avec du poivre pour marcher mieux. Et ça a été vraiment une expérience fantastique, une immersion totale qui me changeait complètement de ma province franc-comtoise, Oui. où j'avais eu une enfance complètement cloisonnée entre l'église, le travail, la fiancée et la famille. C'était les 4 piliers. Et donc là, je me retrouve dans le désert et avec 70 chambas qui ne parlaient pas un mot de français et qui avaient 45 ans de moyenne, donc toujours 25-30 ans de plus que moi. Et il a bien fallu vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis complètement perdu parce qu'on nous a construit des cloisons virtuelles, des murs virtuels, et que moi, depuis 50 ans, je ne connaissais pas ça. Oui, c'est marrant, ce qui était évident avant ne l'est plus maintenant. On nous a dit que ces gens-là n'étaient plus les mêmes et que du coup, c'était plus pareil. Tout à fait. Tout en disant qu'il fallait être tolérant, c'est très complexe comme truc. Mais la tolérance, ça arrive naturellement. Moi, je ne me suis même pas demandé si j'étais tolérant. Quand on a commencé le premier ramadan que j'ai fait avec eux dans le désert. Oui, mais enfin là, ils étaient chez eux, donc on est plus tolérant quand on est chez les autres jusqu'au moment où on prend le pouvoir. Oui, mais j'ai évité de les réveiller en plein midi pour me faire une vacation qui durait 1 minute. Je faisais l'électricité avec mes pieds et puis je faisais du morse sur mon genou. Et ça, ils étaient très contents. C'était ça. Pour moi, c'est ça la tolérance. Est-ce qu'il y a eu des combats parce qu'on vous a envoyé le désert, pas pour la promenade à dromadaire? Bon, les pelotons méharistes ont été mis en place à l'époque, je crois, de Napoléon, pour conquérir le sud saharien, parce que l'armée française était en 1900 restée au niveau de Biskra et n'avait pas pu réussir à aller plus loin. Donc, en fait, elle a armé une tribu qui s'appelait les Chamba de Ouargla, qui étaient des gens assez insupportables, qui se pillaient entre eux, qui se volaient, qui se tuaient entre eux, et qui sont devenus des soldats magnifiques, puisqu'en l'espace de 5 ans, je crois, ils sont arrivés à Tamanrasset, où la Ménocale de l'époque a prêté soumission à Napoléon. Donc c'était comme ça que les pelotons méharistes ont été construits, et puis ensuite ils sont restés jusqu'à la guerre d'Algérie pour faire du social, soi-disant, avec les tribus, et l'officier avait mission de rendre justice quand il y avait des problèmes entre les tribus, s'ils se volaient des moutons, des chèvres, des choses comme ça. Puis au passage, on faisait un peu de renseignement parce qu'il ne faut pas déconner. Moi, je sais pas. Donc j'ai eu la chance de ne pas sortir mon pistolet et j'ai eu la chance de rêver. Mon curé m'avait dit, voilà la Bible, tu auras le temps de... Ça ressemblait un peu à un livre de la Pléiade. C'était pas tout à fait ça, mais il m'avait dit, tu auras le temps de regarder, de lire. Et effectivement, j'ai eu le temps de découvrir toutes ces choses-là, et puis de me dire à la fin, oh là là, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, entre-temps, vous êtes devenu éditeur. Pourquoi la nécessité de devenir éditeur? Qu'est-ce qui vous a pris? Moi, c'est une réaction complètement épidermique, parce que après mon service militaire, je suis retourné
en 1968 en Algérie, parce qu'on m'avait proposé d'y aller pendant un séjour de 3 semaines. Ouais. Et après, je suis resté en contact avec des Algériens j'avais un carnet d'adresses, et j'allais en vacances dans les années 80 à Sidi Ferruche. J'allais en vacances à côté d'Alger. Il y avait des vignes à Sidi Ferruche, non? Plutôt Médéa, un peu plus bas. Quand même. Ouais, d'accord. Mais c'était fantastique dans les années 80. On mangeait les crevettes grillées à la pêcherie à Alger, comme au temps des colons. On allait boire son petit rosé au bois d'Arcane, comme au temps des colons. Si vous voyez, c'était la belle vie. Et je suis resté comme ça en contact avec les Algérois jusque dans les années 89. Après, il y a eu les années de plomb algériennes. Donc moi, j'avais pas ma place là et j'ai fait venir. Ou alors pas longtemps, ou alors pas vivant, quoi, comme on dirait des moines. Exactement, et donc j'ai fait l'inverse, j'ai fait venir mes amis algériens, j'aurais fait des hébergements, ils venaient en vacances en France pendant les 10 années qui ont suivi. Alors, vous avez édité quoi? Alors, en 2006, je me trouve en retraite et j'avais eu une vie très active, j'étais directeur de maison de retraite. Et je me suis retrouvé devant une situation qui était assez mal à l'aise, où j'étais assez mal à l'aise parce que j'avais peur de la vieillesse. La vie en maison de retraite. Ah oui, ça fait flipper, on voit ce qu'on devient et c'est... Oui, je me suis dit, tu vas passer du stade de directeur au stade d'usager et c'est terrible. Et c'est terrible. Usager dans tous les sens du terme. Oui, usager dans tous les sens du terme. Donc, j'ai eu la chance, parmi les contacts que j'avais depuis 40 ans, d'avoir dans les contacts quelqu'un d'origine berbère qui me dit un jour, est-ce que tu connais la culture berbère? Et moi, je lui réponds tout bêtement, je lui dis, mais vous êtes des arabo-islamiques. Et là, il me dit, tu as de la chance que je suis un gentil berbère, parce que si sinon, je te ferai un sourire kabyle. Voilà. Il me dit, pendant un an, par Internet, on a échangé, il m'a fait lire des livres comme Mouloud Ferraoun, des choses comme ça. Oui, il y a une littérature particulière. Oui, mais moi je ne connaissais pas. Moi j'étais resté, si vous voulez, à l'époque de BFM, oui. Je savais qu'il y avait une vie culturelle florissante jusqu'au moment de la guerre d'indépendance, mais j'étais resté là. Amrouche, oui, j'avais entendu parler. Mais ça n'allait guère plus loin. Mouloud Mamri, le nom me disait quelque chose, mais je n'avais rien lu de lui. Donc, par réaction, quand j'ai vu qu'on m'avait caché, parce que moi je trouve que c'est pas normal, que j'ai fait quand même pas grand chose, j'ai pas fait beaucoup de temps au lycée, mais le peu de temps que j'ai fait au lycée, on m'a parlé des guerres puniques, on aurait pu m'expliquer qu'il y avait des Numides, qui sont devenus des Berbères. Parler de Jugurtha, quoi. Et puis me dire que en fait... la Caïna, des gens comme ça. Ce qui se passait en Méditerranée, c'était surtout des échanges commerciaux. Et puis que quand les Romains ont vu que Carthage devenait une puissance commerciale fantastique, ils ont été comme tous les êtres humains, ils ont été jaloux, puis qu'ils sont arrivés avec leur force pour piquer Carthage. Ouais, alors ils sont d'abord fait attaquer par des éléphants. Et après, c'est fait attaquer 2 fois par des éléphants. Voilà. Et comme disait le grand Caton, Delanga, Carthago Est, il faut détruire Carthage. Il faut détruire Carthage. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont rasé, ils ont même mis du sel. Ah, voilà, Carthage c'était l'or c'était le pétrole de maintenant. Donc c'est de la Tunisie. Oui, alors, donc je fais ce constat. C'était des anciens Libanais qui ont émigré. À mon avis, oui, c'est ça. Qui venaient de Tyr, Byblos, Arad. Je pense. Et qui sont les Phéniciens, on appelait ça. Ils sont très bien mélangés avec les Numides de l'époque, voilà. Avec les Berbères. Ils sont très bien mélangés, d'après ce qu'on peut lire chez Hérodote ou bien chez Ibn Khaldoun, qui est quand même le principal historien fiable de l'époque. Donc moi, je découvre ça, et par réaction, je me passionne pour cette histoire. Et je fais une société. Première société, on l'a fait en France parce que je me suis dit, l'Algérie c'est compliqué, comme on dit sur Facebook. Et donc je dis à mon associé, écoute, on fait la société en France, puis moi je viendrai une fois par trimestre en Algérie, la belle vie, on verra les auteurs. Voilà. On a commencé comme ça, puis au bout de 6 mois, je lui dis, écoute, il y a un problème, parce que les Berbères qui sont en France, les Kabyles qui sont en France n'écrivent pas de la même façon que ceux que j'ai pu découvrir en Kabylie. C'est un peu comme les animaux de zoo. C'est pas le même rapport aux choses. Voilà. Ils sont mieux dans leur jungle natale ou dans la savane natale. Le fait de passer la Méditerranée, ça casse quelque chose dans les styles. Les crevettes n'ont pas le même goût. Hein. Oui, il y a un problème de goût. Même le Sidi Ibrahim.
Et donc, on a fait une société de droit algérien à ce moment-là à Tizi Ouzou pour pouvoir. Donc en Kabylie, pour ceux qui savent pas, petite ou grande, je m'y perds. Grande Kabylie. Grande Kabylie, oui. Ouais. À mon avis, il n'y en a qu'une, mais bon. Oui, voilà. Il y avait la Grande Kabylie, la petite. Oui, Kabylie. pour moi, il n'y a qu'une seule Corée, la Corée du Nord, mais bon, c'est pareil. Donc, et je suis là aujourd'hui. Entre-temps, mon associé algérien s'est marié avec une franco-algérienne. Ouais. Il est venu en France, alors qu'on lui avait refusé 5 fois son visa. Ouais, et, le mariage, il n'y a que ça de vrai. Le mariage, ça arrange bien les choses. Il est venu en France et puis un jour, il m'a dit, tu sais, les livres, on gagne rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, moi, je ne change pas, c'est ma vie. Donc, il m'a laissé, il est toujours mon associé, mais bon, oui, mais de on se loin. voit une fois par an pour faire les PV, les PV annuels. Alors, vous éditez quoi? Des romans, des livres d'ethnologie, je ne sais pas moi. Alors, on s'est retrouvé en 2006 avec des auteurs kabyles, il faut bien le dire, parce que les autres berbères, je ne les connaissais pas. Donc des auteurs kabyles qui ne pouvaient pas éditer parce qu'à l'époque en Algérie, curieusement, vous avez moins de 100 éditeurs, 100 maisons d'édition pour un pays qui est vaste comme l'Algérie, alors qu'en France, on est 10 000. 4 fois la France, il me semble. Oui. Bon, il y a beaucoup de sable. Hein, oui, il y a beaucoup de sable. Enfin, bon, 100 éditeurs, alors qu'en France, on est 10 000. Et puis, ces 100 éditeurs disaient aux auteurs, oh ben non, nous, on fait du religieux. Bon, c'était de saison après les années 90. Et donc, moi j'ai connu des Algériens, mais il n'y a pas plus communards que ces gens-là, disputeurs, et puis pouf, les années 90 passent là-dessus, et la thématique change. Eh oui, Abdoulillah. Oui, oui, redites-le, ça porte bonheur. Cette saison aussi. Et donc, je leur propose donc d'éditer à compte d'éditeur, qui ne connaissaient pas vraiment. Là-bas, il fallait payer pour faire son livre. Et on décide avec mon associé de ne pas trop se lancer dans les problèmes politiques et religieux. Oui. On demande à nos auteurs d'être modérés, de nous proposer des choses qui vont permettre aux populations qui sont soit restées en Algérie, soit arrivées en France, issues de l'immigration, deuxième, troisième génération, de permettre de leur retrouver surtout leurs racines, parler de leur histoire. Nous, oui, de savoir d'où on part pour savoir où on va. Ben voilà. On s'était rendu compte que la plupart des gens qu'on rencontrait ici en métropole se disaient eux-mêmes arabo-musulmans alors qu'ils étaient amazirs, alors qu'ils étaient berbères. Et donc on s'est dit, mais on pourrait peut-être les aider. S'ils ne veulent pas lire, ils sont libres. Mais au moins avoir des livres. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Les Nubelles, c'est un des premiers livres qu'on a fait. C'est l'histoire des invasions romaines, les premières guerres romaines avec les berbères. Donc ça nous donne une fresque. Où d'ailleurs c'est pas très guerrier, il y a plus de trahison finalement que de coups de sabre. Ouais, ça coûte moins cher, c'est moins fatigant. Oui, j'en ai parlé à Brutus, il me dit qu'effectivement, enfin celui-là pas porté bonheur. Puisqu'Auguste l'a bien eu, comme quoi vaut mieux un bon neveu qu'un fils adoptif. Donc on fait du roman, on fait des essais, et puis il y a ce problème, que depuis 2000 ans, la culture berbère s'est transmise uniquement par l'oralité et qu'on a une demande des intellectuels qui disent il faut sauvegarder notre culture. Oui, parce qu'il y a une langue berbère qui commence à être écrite, mais c'était pas évident jusque-là. Non, il y a 12 Écrire ans. en amazique. Oui, oui, il y a 12 ans, non, c'était. Il y avait Mouloud Mamri qui avait fait un travail remarquable. Avant lui, il y avait Ali Boulifa qui avait fait aussi un grand travail. Il y avait eu les Pères Blancs qui avaient aussi beaucoup participé à l'élaboration de dictionnaires, de collecte de proverbes, de choses les Pères Blancs, les jésuites de l'Afrique. Mais on avait quand même, c'était vraiment très restreint au niveau des livres, pas suffisant, si vous voulez, pour permettre un enseignement. Pour permettre dans les écoles d'avoir des manuels et des choses comme ça. Et là, on y est arrivé. Alors on y arrive. Parce que le suspense est insupportable. Moi, curieusement, je suis surpris de la chose parce que il y a 12 ans, j'aurais jamais imaginé que le pouvoir algérien allait changer sa constitution et allait dire à partir du 1er janvier 2016, il y a 2 langues en Algérie, il y a l'arabe et tamazir. Alors ça, vraiment, quand on m'a annoncé ça cette année, j'étais vraiment surpris parce qu'on aurait dit que j'avais créé cette maison-là exprès, sachant qu'un jour, le gouvernement algérien allait promouvoir Tamazir. Alors peut-être qu'en fait, il se cache autre chose dans cette promotion, mais moi je ne veux pas le savoir. Oui, vous connaissez Bertolt Brecht qui dit « Seul l'amour est pour rien, tout le reste se paie ».
Donc, Tavasir est devenu quelque chose de fréquentable au niveau des Algériens, tant mieux. Moi, alors que dans les épisodes précédents, après que à nous, les Français, les Kabyles et Haute-Tamazirs nous aient posé les plus grands problèmes, c'est au FLN lui-même qu'ils ont bien fait chier. Et bon, ils leur ont bien rendu, hein, soit dit en passant. Je me rappelle, au début des années 90, enfin la moitié la marche des jeunes Kabyles, qui était un mouvement de libération dont j'étais un des premiers signataires. Voilà, non, mais j'ai eu une jeunesse tourmentée. Ah, enfin, je ne connaissais pas ça de votre parcours. Oui, bah, Mais, on sait peu sur moi en fait. mais bon, donc voilà dans quoi je me suis inscrit. C'est vrai que, par exemple, le Z Berber qui est là, Voilà, ce bijou-là, si vous le portiez ouais. dans les années 2000, Ouais. vous alliez en prison en Algérie. Voilà. Et maintenant, au contraire, c'est très élégant. C'est à la mode. Ah bah oui, parce que d'un seul coup, vous allez avoir, comme à la fin de la guerre 39-45, vous avez des gens qui n'avaient rien fait, qui se retrouvaient résistants. Eh bien, c'est la même chose. Vous allez avoir en Algérie de plus en plus d'Amazirs maintenant. Ouais, ouais. Oui, oui, les Amézirs de 45, comme on les appelle. Déjà. Alors, donc, vous avez une librairie, donc c'est rue des Quarts d'Heure, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, on peut acheter des livres. Il y a d'autres livres que les livres que vous éditez. Alors voilà, quand je suis arrivé ici, au début, je pensais que transférer la maison d'édition. Parce que vu mon âge, je suis quand même plus un gamin, il faut pas trop charger la mule. Oui, oui, voilà. Et puis je vais encore en Algérie, je vais un peu en Tunisie, je vais un peu Pas être à Argonne. Donc, donc au départ, j'avais trouvé le local pour faire l'édition. Et quand je suis arrivé dans ce local, quand j'ai vu cette rue des Quarts d'Heure, quand j'ai vu ce bouillon de culture à Perpignan, n'étant pas un catalan, par rapport à Vesoul, je vous assure que je me suis dit, ici c'est le paradis. C'est curieux parce que j'entends des gens qui me disent, mais non, il n'y a rien à Perpignan. Ben, moi, je les envoie à Vesoul. Et ils verront aussi. Alors, comme disait un ami de mon père, qui s'étonnait qu'on se plaigne des Catalans, parce que moi-même je suis normand et picard, il dit à Seignarik, son ami Soredenk, il lui dit, mais pourquoi on se plaint tant des Catalans? Et Seignarik lui répond, Patrick, on a les Catalans qu'on mérite. Ah, c'est délicieux. Et donc moi, au bout de 15 jours, en plus j'avais fait venir ici un jeune Tunisien avec un contrat de travail qui me suit depuis la révolution tunisienne en 2011. Et donc je me sentais un peu soutenu. Et je lui ai dit, mais on pourrait ouvrir une librairie. Parce que c'est vrai qu'avec nos livres à nous, on est limité dans le problème berbère. Alors que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir un contact avec tous ceux qui étaient intervenus au cours des 2000 ans d'histoire, 3000 ans d'histoire en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pour cette construction. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va découvrir si on gratte un peu? On va découvrir qu'on est tous melting pot. Et que ces histoires de je suis ça, je suis ici et ça. Je suis skieur alpin. Ouais, bah finalement. Je suis frangipane. C'est pas bien grand chose d'important. Non. En fait, on a tous envie de vivre ensemble, mais on n'ose pas se le dire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est con parce que notre pudeur nous mène au crime. Oui, tout à fait. Et alors, maintenant, je travaille avec les éditeurs classiques. Là, aujourd'hui, j'ai passé une commande en Tunisie parce que j'ai une cliente qui trouvait pas sa vie dans ce que j'avais ici, qui était fabriqué en France. J'ai des contacts, puisque je suis resté longtemps en Tunisie, j'ai des contacts avec des éditeurs tunisiens. Il y en a un qui va m'envoyer des livres. Comme il y a un Marocain, disons la croisée des chemins, qui m'envoie aussi des livres depuis le Maroc, ça nous permet d'avoir un apport. Et puis alors, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a les Français d'Algérie, qui sont restés 130 ans là-bas. Je connais leur douleur, si vous voulez, je connais l'histoire, puisque en 62 j'étais là-bas, j'ai vu comment ils avaient été traités. Et j'ai toute une collection que j'ai récupérée d'un père blanc, qui est aujourd'hui à 105 ans. Et en vrai, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Si on dit qu'il a 105 ans, c'est qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant, il est un peu fatigué, mais il a toute sa tête. Et alors mais il vit où cet homme-là? Il vit dans ma région de Franche-Comté, à côté de Vesoul. Ah ouais, c'est quand même à 3 jours de cheval, ça fait long. et il a eu un parcours fantastique, il a été ordonné prêtre à Carthage en 1920. Et puis après, il a fait son service comme officier aumônier au Maroc.
Et puis après, il s'est retrouvé en 42 à Alger pendant la période où on ne savait pas qui était avec les Allemands, qui était avec les Français. On lui a demandé de faire un peu d'espionnage en l'envoyant à voir le curé d'Eindheim en Tunisie parce qu'il fréquentait un nommé Essebsi déjà à l'époque. Et pour savoir s'il était pour Allemand ou pour Français. En fait, non, il a vu qu'il était pour les Français, mais il n'a pas pu me dire si c'était pour les Français de Gaulle ou de Pétain. Oui, on est Français après tout. Et puis, comme on dit à Casablanca, je veux dire, Humphrey Bogart. donc ce père blanc passe tout son temps en Afrique du Nord et termine sa carrière à Hassim Messaoud. On le retrouve 12 ans après l'indépendance à Hassim Messaoud en 1972, faisant des bulletins paroissiaux pour les cadres des sociétés pétrolières qui venaient de l'étranger, qui étaient d'origine chrétienne. Et ça, alors Boumedienne n'aimait pas trop. Enfin, son administration. Donc un jour, sans trop de ménagement, on est arrivé, on lui a dit, écoutez, ça suffit, vos petits bulletins chrétiens là au milieu du désert, on en a assez. On est ici chez nous. Allez, vous rentrez à Vesoul. Il est rentré sans rien, un peu comme les pieds noirs avec une valise. Voilà, on lui a dit, tu as voulu voir Vesoul et tu as vu Vesoul. Et il avait laissé donc toutes ses archives à Hassim Messaoud qui finalement sont rentrées en France par des moyens plus ou moins détournés. Et donc, arrivé en France, il s'est mis à écrire. Il s'est mis à écrire avec tous ses souvenirs et avec des cartes postales. Il avait plein de souvenirs, des photos, des cartes postales. Si bien que ces livres-là sont vraiment spécifiques pour la population française d'Algérie, parce que d'abord, il a gardé tous les noms français des villes. Donc, pas pour la nostalgie, c'est toujours appréciable. Il nous a mis des cartes postales de toutes les églises d'Algérie de l'époque. Donc, on peut retrouver l'église où on a fait sa communion solennelle, des photos d'école. Enfin, vraiment, c'est très fourni. C'est pas d'une mise en page fantastique. Et le problème, c'est qu'il en a mis partout. C'est-à-dire qu'on a 23 volumes et vous allez avoir au rang dans le volume 2, dans le volume 8, dans le volume 15. Ah oui, je veux dire, si on s'y retrouve pas... Oui, c'est pas très facile parce que s'il faut acheter 10 volumes pour avoir ses souvenirs de rang, c'est pas très simple. Moi, au départ, en tant qu'éditeur, j'avais cette idée de les casser, ces livres, et de les refaire par région. Faire des compiles. Oui, non, mais avec son accord. Oui. Vous allez les faire par région. Seulement, il n'a pas gardé les originaux des cartes postales. Donc, on ne peut pas scanner sur ce qu'il avait réalisé. C'est trop ancien, si vous voulez, ça a été fait. Donc, on est obligé de se contenter de ça. On ne peut pas refaire ces livres. Alors, avant de terminer, on va rappeler que c'est rue des Quarts d'Heure à quel numéro, monsieur Pêcheur? 24. Et que c'est ouvert... pratiquement tous les jours, parce que je m'ennuie. Ah, vous avez raison, il n'y a rien à la télé. Quand je ne suis pas avec mes livres et quand je ne suis pas avec les clients qui, soit dit au passage, ne sont pas obligés d'acheter. Moi, je sais qu'on vient de discuter. Et donc, j'ouvre de 10h le matin jusqu'à 20h, 21h, quand je commence à fatiguer. Voilà. Voilà, c'est formidable. Oui, merci Perpignan de m'avoir accueilli. Oh, de rien, ça me coûte pas grand-chose. Vous êtes un peu le roi pêcheur du Maghreb. Ah, c'est un mot, ça, oui. Bon, ben, on s'interrompt là et on reviendra parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci beaucoup.